Karim Wade fait une fois encore parler de lui depuis Doha au Qatar où il vit. Il accuse le président sénégalais Macky Sall d'avoir érigé depuis 2012 la manipulation et le complot en mode de gouvernance. Au Togo, l'opposition appelle à une journée Togo mort demain lundi. C'était lors d'une sortie médiatique effectuée cette semaine à Lomé, durant laquelle elle a annoncé de nouvelles stratégies de lutte. Et puis le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors d'une visite officielle à Mogadiscio, a discuté avec le président somalien de la lutte contre le terrorisme et du développement du commerce transfrontalier entre les deux pays. Voilà pour les titres. Nous sommes le dimanche 17 juin de l'an 2018. Bienvenue à tous. Karim Wade fait une fois encore parler de lui depuis Doha au Qatar où il vit. Il accuse le président sénégalais Macky Sall d'avoir érigé depuis 2012 la manipulation et le complot en mode de gouvernance. Il promet de revenir bientôt au bercail pour faire face à ses devoirs. Plus de précision à travers ces images. Karim Wade, plus que jamais remonté contre Macky Sall et sa gouvernance. À travers un communiqué de près de 3 pages, Wade fils attaque frontalement le président de la République. Pour le candidat à la présidentielle pour le compte du Parti démocratique sénégalais, Macky Sall n'est ni plus ni moins qu'un mauvais chef d'État. Il aurait érigé le mensonge, la manipulation et le complot en mode de gouvernance. Retard de paiement des bourses étudiantes, 1 million de Sénégalais qui pourraient avoir besoin d'une aide alimentaire. Karim Wade surfe désormais sur l'actualité pour s'attaquer au bilan du président NS6 et surtout se présenter comme le sauveur du pays. Je m'engage, dit-il, à tout faire pour que notre pays sorte par le haut du gouffre dans lequel Macky Sall, sa famille et son clan l'ont plongé. Karim Wade, bloqué au Qatar, menacé par les autorités de le renvoyer en prison s'il rentre au pays sans payer son amende de 200 millions d'euros, confirme qu'il sera, quoi qu'il arrive, candidat au scrutin présidentiel de février 2019 et affirme pour la énième fois qu'il sera bientôt au Sénégal en appelant les sympathisants à s'organiser et à se tenir prêts à l'accueillir très prochainement. Un coup de gueule qui intervient au lendemain d'un vibrant appel lancé par Macky Sall pour la reprise des négociations pouvoir-opposition. Au Togo, l'opposition, notamment la coalition des 14 partis à la pointe des contestations depuis plusieurs mois, était une fois encore face aux médias nationaux et internationaux cette semaine à Lomé. Après la non-tenue de ces marches des 6, 7 et 9 juin dernier, les leaders de l'opposition ont annoncé lors de cette sortie de nouvelles stratégies de leur lutte et appellent à une journée Togo mort le lundi 18 juin prochain, c'est-à-dire demain. Reportage Ferdinand Gadet. Aux femmes dont nous savons qu'elles sont très actives dans la vie économique. Et beaucoup d'entre elles sont des chefs de ménage de fête. C'est elles qui ramènent le pain quotidien. Et je suis consciente du sacrifice que le Togo mort du 18 juin va leur coûter. Face à la presse nationale et internationale, l'opposition togolaise, après l'échec de ces marches prévues pour les 6, 7 et 9 juin dernier, annonce une nouvelle stratégie de sa lutte pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles démarrées d'ici bientôt 1 an. Préparons véritablement ce Togo mort. C'est pour ça que nous insistons sur le thème préparer. Préparons, soyons prévoyants, mobilisons aussi, passons au maximum l'information et vous verrez, nous arriverons à nous faire entendre. Nombreux sont ces militants de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise qui ont effectué le déplacement au siège du parti, la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, ce 11 juin pour recevoir de leur leader la consigne de fait de la journée de 18 juin prochain, le Togo mort. Nous estimons que si le pouvoir utilise la répression pour empêcher les gens d'aller dans la rue pour manifester, nous pouvons au moins les amener à rester chez eux pour protester contre cette violence-là, contre ces rafles, contre ces arrestations gratuites que le pouvoir exerce aujourd'hui sur les populations. Signalons que cette conférence de presse s'est déroulée en l'absence du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre qui serait en voyage.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali poursuit ses actions diplomatiques depuis son accession au sommet de l'État. Lors d'une visite officielle à Mogadiscio, il a rencontré le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo. Les deux hommes d'État ont discuté de la lutte contre le terrorisme et le développement du commerce transfrontalier entre les deux pays. On écoute. Despite the challenges, my government is determined to fully utilize every tangible opportunity. Malgré les défis, mon gouvernement est déterminé à saisir toutes les occasions tangibles pour continuer à faire avancer la Somalie. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de perturbation. Notre destin est lié. C'est dans cet esprit que nous devons continuer à collaborer et à travailler collectivement pour combattre le terrorisme dans notre région. The current scourge of our region, terrorism, my government is committed to develop strong economic cooperation. Mon gouvernement s'est engagé à développer une solide coopération économique entre nos deux pays. C'est pourquoi j'appelle à la mise en œuvre d'une intégration économique complète entre les deux pays afin de créer une croissance économique, de promouvoir l'investissement par le développement de l'infrastructure, y compris le système de transport, les autoroutes, l'énergie et le commerce, entre autres. Energy and trade, among other areas. I am not here to lament the past. Je ne suis pas ici pour déplorer le passé, mais pour ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle relation, une nouvelle vision que je veux conquérir et travailler à l'avenir. I want to conquer and work on it in the future. We don't want to hinder ideas to flow from each corner. We don't want to hinder. Nous ne voulons pas des idées qui entravent les deux parties. Nous ne voulons pas que des choses entravent les deux nations et peuples. C'est une vision d'un espace commercial commun où les personnes, les idées, les biens et les produits circulent librement à travers les frontières. Ideas, goods. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté en appel par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est arrivé en Belgique auprès de sa famille dans la commune de Rode-Saint-Genès. Le quartier qui a accueilli l'ex-détenu de la CPI est passé en revue à travers cet élément. Le Congolais est désormais à Rode-Saint-Genès, commune verdoyante cossue, située à 15 km au sud de Bruxelles, où selon des sources concordantes, vivent sa femme et ses 5 enfants. C'est dans cette localité que l'ancien chef de guerre congolais avait été arrêté le 24 mai 2008 à la demande de la Cour pénale internationale. Jeudi, les autorités belges avaient répondu favorablement à la demande de la Cour de permettre le séjour de Jean-Pierre Bemba en Belgique, où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire, avait annoncé le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, dans un communiqué. L'État belge s'est depuis refusé à tout commentaire. Bemba dispose d'un visa l'autorisant à rester dans un premier temps jusqu'à 90 jours sur le sol belge. Il est en liberté conditionnelle en attendant une décision finale sur sa peine dans l'affaire de subornation de témoins dans le cadre de son principal procès et dont la procédure est toujours en cours, a précisé la Cour pénale internationale. La décision surprise de l'acquittement est intervenue à 1 mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, prévue le 23 décembre pour remplacer le président Joseph Kabila. En Afrique du Sud, la répartition démographique des villes n'a pas changé depuis la fin de l'apartheid. D'un côté, les quartiers riches et blancs et de l'autre, la majorité noire qui s'entasse dans des bidonvilles, loin des opportunités économiques. À quelques mois des prochaines élections générales, la répartition des terres demeure toujours un sujet explosif dans ce pays. C'est un reportage de nos confrères de l'Agence France Presse. C'est un squat sans électricité, avec un seul robinet d'eau pour plus de 300 occupants. Mais pour cet homme, l'immeuble du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud, est sans comparaison avec le bidonville qu'il a quitté un an plus tôt. C'est trop loin. Il n'y a aucune infrastructure, pas de commissariat, pas d'hôpital. Il n'y a rien, absolument rien. L'immeuble est en plein Sea Point, un quartier chic, touristique et blanc de la deuxième ville d'Afrique du Sud, normalement inaccessible pour les plus pauvres qui sont nombreux à travailler ici.
On s'en fiche de vivre comme ça si ça montre au gouvernement qu'on veut des maisons dans le centre-ville. S'ils veulent qu'on dégage, le seul moyen, c'est de construire des logements dans le centre. 24 ans après la fin de l'apartheid, la répartition démographique des villes sud-africaines n'a pas changé. Les Blancs vivent dans des quartiers protégés, proches des opportunités économiques, et la majorité noire continue de s'entasser dans des townships loin du centre, pauvres, mal desservis et souvent très dangereux. Les inégalités raciales de distribution de la terre ne sont pas qu'un héritage malencontreux de l'apartheid. Il s'agit d'une prolongation inacceptable de l'apartheid. Au Cap, la municipalité reconnaît le problème, mais assure n'avoir pas pu faire différemment, parents au plus pressé à la fin de l'apartheid en 1994. En Afrique du Sud, nous avons construit 4,8 millions de logements. Des logements gratuits, c'est sans précédent. Mais ce que nous avons fait, c'est les construire là où nous pouvions en faire beaucoup, rapidement et pour pas cher. Donc nous les avons construits à la périphérie des villes, loin des emplois, des commodités, de tout ce qui passe pour acquis. Qu'elle soit agricole ou urbaine, la terre est un sujet explosif en Afrique du Sud. Le nouveau président, Cyril Ramaphosa, a promis d'accélérer la réforme foncière et donc la redistribution à la majorité noire. Le chef d'État joue gros sur la question à l'approche des élections générales en 2019. En Ouganda, le président Yoweri Museveni inaugure une nouvelle portion d'autoroute destinée à relier la capitale Kampala au seul aéroport international du pays. Il s'agit d'une infrastructure construite par une entreprise chinoise et financée en partie par la Chine. Voici les images. L'autoroute à péage à 4 voies, longue de 51 km, devrait permettre à ses utilisateurs de relier Kampala à Entebbe en 30 minutes au lieu de plusieurs heures avec la voie actuelle congestionnée. Wang Yang, troisième vice-premier ministre de la République populaire de Chine et une étoile montante du Parti communiste chinois, a participé à la cérémonie d'inauguration avec le président Museveni. La banque chinoise Exim Bank a prêté 350 millions de dollars sur un coût total de 476 millions de dollars pour le projet mis en œuvre par l'entreprise d'État chinoise China Communication Construction Company. Les travaux, qui ont débuté en 2012, auraient dû s'achever l'an passé. Ils ont fait l'objet de critiques sur leur coût ainsi que sur le montant des indemnisations des personnes expropriées pour permettre la construction de la route. Outre l'aéroport international ougandais, Entebbe, sur le lac Victoria, abrite la résidence du président ougandais ainsi qu'une importante base régionale des Nations Unies. Au Zimbabwe, la commission électorale annonce qu'un total de 23 candidatures est formellement enregistré à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain, dont celle du chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et de son rival de l'opposition, Nelson Chamisa. La présidente de la commission électorale zimbabwéenne était face à la presse. On l'écoute. La commission électorale du Zimbabwe souhaite annoncer que la liste finale pour les élections harmonisées de 2018 est maintenant disponible. C'est en effet un moment historique pour la commission et pour tous les Zimbabwéens qui sont restés patients jusqu'à ce jour. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, 23 candidats à la présidence ont été désignés avec succès, dont 3 femmes et un indépendant. Nous avons d'anciens militaires dans nos listes et nous avons l'intention de les garder, à moins qu'on ne nous dise qu'ils sont toujours en service. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.